Bonne journée les pirates. Si vous êtes en crise de couple, surtout si vous êtes un couple de longue durée, pas de panique, c'est normal quand on est un couple de longue durée de traverser une crise. Le capitaine est là depuis 1999. Mon métier, c'est de vous accompagner à traverser vos crises de couple. Des milliers de couples sont revenus ensemble. Vous avez 300 formations, vous avez 6 formes de coaching qui vont pouvoir vous aider et vous avez cette formidable team des pirates autour de vous. On est 30 000 sur la chaîne YouTube, on est 2000 sur le groupe Facebook, on a plus de 2000 qui passent tous les jours vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les coachings, dans les formations. C'est normal de traverser les crises de couple évidemment, mais il va falloir savoir les gérer. Alors quand j'ai commencé en 1999, évidemment, la mode, la tendance, quand on lisait les journaux, c'était tout le monde divorce aujourd'hui, c'est 50% des couples divorcent, un couple sur deux à Paris divorce, etc. On n'avait que ça en tête. Aujourd'hui, on a de plus en plus sur Internet de couples qui reviennent ensemble, d'articles. Je vous avais cité il y a quelques semaines un article du Point qui expliquait qu'aujourd'hui, même après avoir divorcé, d'être passé devant le juge, eh bien la tendance était plutôt à revenir ensemble, en France bien sûr, mais aux États-Unis aussi. Et puisque si on prend l'exemple des 50% de couples qui se séparent, là-dedans il faut mettre tous les couples qui n'ont pas terminé leur lune de miel, c'est-à-dire à peu près 90% des couples, des jeunes couples. Quand on dit jeunes couples, c'est des couples qui sont ensemble depuis quelques mois, c'est-à-dire à moins de 3 ans. Ça c'est la lune de miel. Et donc là, la plupart du temps, 90% du temps, le couple ne passe pas cette lune de miel. Donc effectivement, ça fait monter toutes les statistiques que l'on a. Et évidemment, ensuite, pour des couples de longue durée, bien, on s'aperçoit que même après une séparation, même après un divorce, même après le passage chez le juge, la tendance, c'est de revenir ensemble parce qu'on s'aperçoit que tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on s'est dit dans les années précédentes, que finalement tout le monde divorçait, qu'on avait plusieurs couples dans sa vie, que c'était super facile de refaire sa vie, que les couples recomposés, les familles recomposées, c'était jouable. On s'aperçoit que face à la réalité nous met des gifles. Et l'être humain n'est pas fait pour ça. Vous savez que on a une chance sur 10 millions de rencontrer une personne avec qui on va avoir une relation de longue durée. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près 6 en France. Donc quand on a une personne et qu'on a vécu 5, 10, 15, 20 ans avec, eh bien on est attaché, évidemment. Cet attachement fait que face au pansement que l'on trouve à la fin de la phase de sécurisation, pendant une crise de couple, eh bien le pansement, qui est souvent un collègue de bureau pris un peu sur le tas, le prof de gym ou autre, eh bien ça finit par exploser. Évidemment, vous, quand vous étiez bébé pirate, que vous ne connaissiez pas véritablement tout ça, vous avez commis des interdits, vous avez fait des projections, votre conjoint est peut-être parti quelque temps, peut-être que votre conjoint est toujours après un autre appartement, vous n'êtes toujours pas encore pour l'instant revenus ensemble, peut-être qu'il y a un pansement qui est toujours dans l'équation. Eh bien aujourd'hui vous êtes tombé sur cette chaîne, aujourd'hui vous êêtes tombé sur cette team des pirates, avec ce capitaine qui est un peu fou, qui depuis 1999 prend les couples par la main, enfin en tout cas un des membres du couple par la main et l'aide à passer la crise de couple. Et oui, il fait ses vidéos authentiques dans la campagne le matin pour avoir la grinta, pour vous donner cette énergie, loin des canapés, des studios en carton-pâte comme dans les télés des années 80, eh bien oui, si on est authentique, on travaille les neurosciences, la philosophie, et on arrive à récupérer son conjoint. Vous savez qu'aujourd'hui, on va parler du silence, non pas du silence radio qui est un interdit, mais vous allez voir que si on manie le silence avec intelligence, eh bien on pourra récupérer plus facilement son conjoint et passer dans la phase de grande intimité. Alors être en crise de couple, ça demande bien un savoir-faire, et ce que vous adorez, c'est effectivement ce que vous apprenez ici, ce que l'on fait ensemble, c'est-à-dire non seulement d'apprendre la psychologie du couple avec les neurosciences, d'apprendre également, c'est ce que vous adorez beaucoup, tout ce que vous apprenez ici, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre en application dans tous les domaines de votre vie. Évidemment, vous apprenez aussi ici de la culture, tous les matins. Je vous raconte une histoire qui est liée aux crises de couple. Des fois, vous vous dites, bah, c'est vrai que j'aurais pas cru ça de cette histoire-là, j'aurais pas fait le lien. Eh bien, ça vous aide aussi à apprendre des choses, à vous cultiver et à pouvoir aussi raconter des histoires à votre conjoint. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est l'histoire de Sir James
Non, ça peut être James, mais c'est Thomas. C'est Thomas More. Hein. Nous partons dans l'Angleterre du XVIe siècle. Hein. Vous allez apprendre des choses ce matin. Évidemment, hein, c'est le sel de cette vidéo sur le silence, l'application du silence. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Restez avec nous, restez avec les autres pirates. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc on est au XVIe siècle et on a un règne qui est puissant, mais parfois capricieux, du roi. C'est Henri VIII. Hein. Voilà, si vous vous souvenez de vos cours à l'école, c'est Henri VIII. C'est au cœur de la cour, il y a un homme qui se distingue par son intelligence, son intégrité et sa position imminente. C'est Sir Thomas More, qui est le chancelier d'Angleterre. Alors, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qui se distinguent par leur côté authentique, par leur côté réflexion, par leur côté imagination. Il y a toujours dans des groupes une personne qui est comme ça, dans un club, dans une association, sur Internet. Vous avez toujours des personnes comme ça. Eh bien, à la cour d'Henri VIII, c'est Sir Thomas More. Et c'est un haut fonctionnaire, peut-être même que c'est le plus haut fonctionnaire, après le roi lui-même, Henri VIII. Donc c'est un ami proche du roi d'ailleurs, et ce qu'aime bien le roi, c'est que c'est quelqu'un qui a bossé, qui est érudit, qui est respecté dans toute l'Europe, et qui finalement permet d'éclairer le roi par sa science, par sa connaissance. Quand le roi est un petit peu énervé, quand le roi est dans ses émotions, eh bien le Thomas More est là pour l'aider. Une crise éclate, c'est toujours comme ça, vous savez, il y a dans le storytelling, même dans les vraies histoires, ben c'est toujours la même chose. Si vous avez fait la formation storytelling, vous le savez, il y a une première histoire. Donc là, on raconte ce que faisait More à la cour. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, une crise éclate. Henri VIII, qui est désiré d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, veut épouser Anne Boleyn et assurer un héritier mâle. Mais évidemment, le pape, hein, il n'est pas d'accord. À cette époque-là, on rigole pas avec le mariage. Aujourd'hui, on peut divorcer comme on veut. À l'époque, c'était une autre paire de manches. C'était plutôt bien fait, hein, puisque ça permettait effectivement de passer le cap de la crise et évidemment ensuite de rester ensemble, ce qui est arrivé avec Henri VIII et Anne d'Aragon. Donc finalement, déterminé, le roi décide quand même de rompre avec l'autorité. Vous voyez que comme votre conjoint, quand il est avec son pansement, même si il fait une bêtise, même s'il sait qu'inconsciemment il fait une bêtise, il est prêt à tout casser. Et pour Henri VIII, hein, c'est encore plus fort, il est prêt à casser l'alliance finalement entre le Royaume-Uni et Rome, entre guillemets. Donc finalement, Henri VIII veut aller au bout des choses, il est déterminé et il veut se déclarer chef suprême de l'Église d'Angleterre via ce qu'il appelait un acte de suprématie en 1534. Il est complètement, lui aussi, dans sa crise, Henri VIII, et il exige que tous ses sujets les plus influents, et en premier lieu ses conseillers comme Thomas, de prêter serment et de reconnaître cette nouvelle autorité royale sur l'Église et de renier l'Église du pape. Donc c'est un peu fort en camembert pour quelqu'un, oui, quand on est en crise de couple et quand on est en crise existentielle, certainement qu'Henri VIII l'était, et pourtant on était au XVIe siècle, donc vous voyez que c'est pas récent les crises existentielles. Donc face à la pression immense du roi, de ses pairs, effectivement, face à la menace évidente pour sa carrière, sa fortune, sa vie, Thomas More, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne crie pas sa désapprobation sur les toits. Il n'entre pas dans des débats théologiques sans fin à la cour. Il ne lance pas d'attaque personnelle contre le roi ou contre le pansement qui s'appelle Anne Boleyn. Donc vous allez faire un peu la même chose. Comme l'intelligence, l'imminence de More, vous n'allez pas rentrer dans des débats sans fin. Pansement te perturbe, il ne faut pas faire ça. Vous allez, comme Thomas More, faire preuve d'intelligence. Alors évidemment, vous n'allez surtout pas faire la connerie, pardon, la bêtise du silence radio. Vous n'allez pas faire la bêtise de la manipulation du fumoir dessus ou de l'être magique. Vous n'en êtes plus là, j'espère en tout cas. Mais vous allez utiliser une forme de silence, c'est-à-dire que l'on ne va pas essayer de convaincre quelqu'un quand ce n'est pas le moment. Donc More choisit une voie différente, celle d'un silence prudent et réfléchi, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler de tout ça, et il va démissionner de son poste de chancelier
chancelier, c'était en 1532, et finalement il va essayer de se retirer de la vie publique et éviter d'avoir ainsi à se prononcer, hein, comme quand votre conjoint veut vous parler de pansement, veut vous parler du couple, vous dites écoute, on va voir ce qu'on peut faire, je te propose qu'on se fasse un petit resto pour en parler, hein, de façon à ne pas agir sous l'émotion, ce qu'a essayé de faire More. Il voyait bien que le roi était sous l'émotion, qu'il était prêt à faire plein de bêtises, et donc le but c'était pas de rentrer en confrontation avec quelqu'un qui n'était pas à même d'entendre et de comprendre. Donc le roi, lui, il est vénère évidemment, puisque comme votre conjoint avec son pansement, si vous faites pas ce qu'il faut, eh bien votre conjoint va être vénère. Il va bouder, il va s'énerver, vous voyez, comme Henri VIII, c'est toujours la même histoire. Donc lorsque le serment est exigé en 1534, comme votre conjoint vous dit « Maintenant il faut que tu acceptes, il faut qu'on divorce, il faut qu'on vende la maison, il faut que les enfants changent d'école », enfin bref, tous ces délires-là qui, plus tard, on en rigole, mais sur le moment ça fait pas rire. Donc lorsque le serment est exigé en 1534, évidemment, More, comme vous, avec votre conjoint, vous refusez hein, de prêter serment. Alors vous refusez évidemment, vous l'avez compris, par exemple, d'avoir un divorce à l'amiable puisque vous n'êtes pas d'accord. Donc vous avez la même intelligence que More finalement. Donc interrogé, pressé, menacé, hein, comme vous, il est même lui menacé d'emprisonnement à la Tour de Londres, eh bien lui, il reste remarquablement silencieux sur ces raisons précises ou répond avec une habileté juridique prudente. Il évite des paroles qui pourraient être prononcées et qui pourraient être immédiatement qualifiées de trahison, tout en ne cédant rien sur le fond. Hein. Vous voyez que c'est exactement ce que vous allez faire vous. Vous n'allez pas dire des choses qui vous seraient reprochées plus tard, du type non mais moi je veux pas divorcer, moi je refuse le divorce, hein, on dit pas ça, on dit écoute on va voir, on va y réfléchir, quel est ton point de vue, on se fait un petit resto, etc. Donc on est dans une forme de silence intelligente et maîtrisée. C'est un silence qui n'est pas vide, mais pour moi comme pour vous, il est lourd de signification, c'est-à-dire qu'il ne provient pas de la peur, hein, vous n'avez pas peur, puisque vous êtes quelqu'un qui vous formez, vous avez le capitaine à vos côtés, vous avez les autres pirates qui sont aussi à votre côté, donc vous ne souffrez pas de la peur, hein, vous savez gérer vos pensées et vos émotions, donc vous faites ça parce que c'est réfléchi. Donc finalement, cette conviction intérieure que vous avez, qui est inébranlable, que vous allez vous aussi, comme les autres pirates, réussir à passer cette crise, eh bien vous êtes comme Moore, effectivement, vous avez cette force intérieure, cette conviction intérieure, et évidemment comme Moore, vous refusez d'accuser les autres, notamment ceux qui prêtent serment, mais vous maintenez fermement votre propre position. Vous n'allez pas critiquer votre conjoint, vous n'allez pas critiquer pansement, vous allez juste rester sur votre position, on verra, on va regarder, qu'est-ce que tu en penses, il faut en parler aux enfants. Vous voyez, vous gagnez du temps avec cette force qui est en vous. Donc finalement, ce silence qui est déconcertant, effectivement, est un peu irritant au début aux yeux du pouvoir, hein, aux yeux du pouvoir intemporel, mais aussi aux yeux de votre conjoint. Parce qu'au début de la crise, notamment pendant la phase d'alarme, votre conjoint aimerait bien que ça aille vite, qu'il liquide tout. Hein, qu'il puisse vivre sa vie avec pansement. Évidemment, plus tard, il le regretterait de façon super importante, mais aujourd'hui, il est plutôt dans une façon où il se dit « Aïe, 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 si je pouvais aller vite, si je pouvais tout liquider, ce serait mieux. » Heureusement que vous êtes tombé sur cette chaîne et que vous n'allez pas faire ce bêtise-là. Donc finalement, lors de son procès, hein, parce que évidemment, comme vous aurez un procès, entre guillemets, alors pas devant le juge parce que vous saurez gérer, mais au début, quand vous allez refuser effectivement la séparation à l'amiable, eh bien vous allez être traité de trahison en disant tu comprends, tu m'as jamais aimé, tu comprends pas, tu veux pas divorcer de façon amiable, tiens, enfin vous avez entendu tout ça. Donc finalement, More, lui, il est comment dirais-je, accusé par des témoignages douteux, notamment par Richard Rich. Vous aussi, vous serez un peu, comment dirais-je, calomnié par pansement en disant, pansement dit ah tu vois, c'est n'importe quoi, il t'aime pas, elle t'aime pas, tu vois qu'il veut pas divorcer, donc c'est n'importe quoi. Donc vous aussi, comme Moore, vous serez évidemment plus tard calomnié, évidemment. More finira par exposer clairement sa position, mais seulement lorsque le verdict est inévitable, effectivement, hein, donc il aura attendu jusqu'au dernier moment
pour se servir de son silence, pour faire en sorte effectivement qu'il ne tombe pas, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est vous ferez de la même façon, le temps vous savez qui joue en votre faveur, vous savez que la crise existentielle de votre conjoint va se terminer, vous savez que la relation avec pansement, elle est mornée de toute façon, donc vous allez attendre, attendre et attendre. Donc l'histoire de Thomas More, dans sa résistance silencieuse face à une autorité écrasante, parce qu'au début, votre conjoint a quand même une forme d'autorité écrasante, c'est-à-dire que votre conjoint est dominant au début, vous êtes plutôt en train de subir, c'est lui qui décide de quand vous voyez, de quand vous parlez, etc. Et à la fin, comme vous le voyez dans de nombreux témoignages sur cette chaîne, vous avez 8000 vidéos, vous avez le conjoint qui ne voulait pas vous parler pendant quelques temps, qui est collé à vous. Hein, quand vous êtes revenus ensemble, c'était, comment ça s'appelait, Marie, hein, qui avait fait Marie Bonner, qui avait fait un témoignage dans un live, qui expliquait que, comme le capitaine l'expliquait, son conjoint qui à un moment donné ne voulait plus lui parler était collé comme un petit enfant, c'était cette expression à elle, c'est-à-dire que dès qu'elle faisait quelque chose, eh bien il était collé, il voulait être là. Donc finalement, toutes les histoires se finissent de la même façon. Donc le silence de Thomas More, c'était pas une faiblesse, c'était pas une fuite, mais c'était une manifestation de sa foi profonde en lui-même, de son intégrité, de sa dignité, de l'autorité morale qu'il avait, et il savait que tout ça allait déstabiliser ses accusateurs. Hein, les accusateurs pour vous, c'est certainement un pansement qui n'arrête pas d'essayer de vous sabonner la planche et mettre la pression à votre conjoint. Évidemment, tout ça, comme d'habitude, se retourne contre le pansement, mais on ne va pas les plaindre. Vous savez que si la personne avait un peu étudié, elle n'irait pas avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, qui est peut-être même toujours en couple, c'est peut-être votre cas. Ah, donc on ne peut pas faire grand-chose pour le pansement, il va souffrir, tant pis pour lui, tant pis pour elle, elle avait qu'à savoir ce qu'il fallait. Donc votre calme face à l'adversité, votre refus de compromettre votre conscience, de mettre la vie de vos enfants en danger aussi, hein, parce que quand vos enfants, bon, si vous aviez accepté le divorce par amiable ou je ne sais quoi, si vous aviez baissé les bras, abandonné pendant la traversée du désert, eh bien c'est vos enfants qui auraient trinqué derrière, en changeant de maison toutes les semaines, et plus tard évidemment en se faisant des séances de psy et en ayant un style d'attachement qui serait très déviant. Donc le fait que non seulement vous revenez en couple, vos enfants ne souffrent pas, vous ne dépensez pas les sommes d'argent astronomiques d'un couple, quand vous devez vous partager la maison, elle perd de la valeur, vous avez une maison qui vaut 400 000 euros, ben, le fait de la partager à deux, vous perdez tout de suite 200 000 euros, vous habitiez une belle maison, vous allez habiter dans une maison beaucoup plus modeste, donc vous perdez énormément d'argent, au-delà des 20 000 euros que vous allez dépenser la première année dans les frais de divorce, et 10 000 euros les années suivantes, évidemment, tout ce que vous avez investi, l'immobilier, tout ça, étant divisé par deux, ben vous avez des grosses pertes financières. Heureusement qu'ici, hein, l'investissement que vous faites dans les formations et les coachings, c'est pas perdu, hein, vous allez pouvoir les utiliser toute votre vie, évidemment, aussi dans votre vie quotidienne. Donc votre calme que vous apprenez ici, va témoigner finalement que vous apprenez une maîtrise de vous, une force intérieure, qui finalement va vous conférer, non pas une stature historique, mais votre conjoint vous dira à la fin de sa crise, heureusement que tu as fait ce qu'il faut, parce que sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc finalement, cette force, ce silence, cet espace de résistance, cette puissance intérieure que vous travaillez ici avec les formations et les coachings, finalement, vous montre que parfois, au début, on a envie de beaucoup parler, on a envie de vouloir convaincre par les mots, vouloir dire c'est moi qui ai raison, t'as tort, tu vois pas que ton pansement te manipule, etc. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Puis en revanche, on voit que par le silence, par la puissance, par l'art du mystère, hein, vous avez des formations qui vous aident à cultiver l'art du mystère, et bien petit à petit, vous commencez à intéresser votre conjoint, vous commencez à montrer à votre conjoint que vous êtes bien plus fort que pansement qui fait beaucoup d'erreurs, et petit à petit, évidemment, vous allez montrer à votre conjoint aussi que si vous aviez été comme ça depuis le début, peut-être que la crise aurait été moins longue, évidemment. Peu importe, maintenant ce qui est fait est fait. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous former, vous allez vous faire coacher si vous en avez besoin, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez pouvoir petit à petit récupérer votre conjoint, ce qui est nécessaire évidemment pour le bien-être des enfants,
pour le bien-être de la famille, pour les économies de la famille, évidemment. Bref, les crises de couple, c'est normal de les traverser. Votre conjoint a certainement trouvé un pansement adultère ou des pansements genre je sors, les meilleures copines, etc., les meilleurs copains. Et vous allez faire votre part de travail et vous allez pouvoir sauver votre famille. Et c'est ça qui va faire la grande différence avec des personnes qui, autour de vous, se seront peut-être séparées. Hein. Vous avez certainement des amis, des cousins, des cousines qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Hein. Souvent, vous me dites, Bruno, mais j'ai des cousins qui se sont séparés, et donc en coaching, et quand on analyse la situation, vous me dites, bah oui, vous avez raison Bruno, effectivement, ils auraient pu revenir ensemble si celui qui n'était pas en couple avait su faire. Voilà, celui qui n'était pas en crise, pardon, avait su faire. Voilà, mais... Pirates adorés, je vous kiffe, et puis je vous kiffe grave, hein. Vous savez que vous êtes, je suis fier de vous, que vous êtes des personnes qui sont en train de changer la société, puisque vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes en train de renverser une situation qui était un peu catastrophique, notamment pour les enfants, où le divorce était quelque chose ou la séparation qui arrivait assez facilement. Aujourd'hui, vous êtes en train de montrer que c'est plus du tout le cas, que c'est plus du tout la mode, que vous allez y arriver, que vous êtes ensemble avec vos enfants si vous en avez, et vous n'êtes jamais seul, puisque le groupe des 2000 pirates qui sont sur Facebook ou des 30 000 qui sont sur la chaîne YouTube, hein, ce sont les abonnés, après vous êtes plus nombreux, mais il y a 30 000 abonnés, et bien vous faites une équipe solide qui vous aide à mettre en place les formations, les coachings, etc. Et évidemment, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient ensemble, il y en a tous les jours, et bien ce qui est génial, c'est que vous êtes content parce que vous dites, eh bien moi je serai peut-être le prochain. Il faut le temps au temps, il faut le temps que la crise se passe, que la maturation cérébrale de votre conjoint se fasse, que pansement, eh bien c'est un peu comme la drogue, il faut en avoir marre et que les rebonds soient terminés, puisque votre conjoint aura des rebonds avec son pansement, ils vont se séparer, ils vont revenir ensemble, etc. Et puis vous allez pouvoir ensuite attaquer la fameuse phase de grande intimité. En tout cas, je ne vous abandonnerai pas, je serai là tout l'été, je serai là avec vous, je serai là dès que vous en aurez besoin. On peut faire même des coachings en urgence dans la journée, il n'y a pas de souci, parce que je sais que c'est des moments difficiles de votre vie, et je le fais pour vous évidemment, mais je le fais aussi pour vos enfants, car effectivement, des enfants qui vivent avec leurs parents sont des enfants heureux. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites, non seulement vous allez rendre vos enfants heureux, mais vous allez être des exemples pour vous, pour votre conjoint et pour la société. Soyez heureux mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, et surtout, passez la journée que vous méritez.